Même au niveau de la scolarisation, il y a un moment où on me retire de mon temps scolaire, alors que j'avais la garde de mon père. Et je repars avec quelqu'un qui n'est pas mon père. Je pense que je me retrouve des fois au mauvais endroit, au mauvais moment. Et du coup, avec des personnes qui sont pas du tout, avec des, voilà, très mal intentionnées, surtout envers une enfant d'un très jeune âge. Il me laisse des gens qui sont mal intentionnés, qui peuvent m'abuser. Et elle comprend pas. Elle dit mais non, mais c'est pas possible. Vous avez dû jouer au médecin, ou t'as du mal comprendre, ou jusqu'au jour où je me retrouve à l'hôpital. Mais déjà la police me dit que je mens. Le juge me dit que je mens. Personne ne me croit, malgré le dossier médical. Bonjour Salomé Dutilleul. Bonjour Samzira. Mais oui, j'aime toujours autant prononcer ton prénom et ton nom de famille et je vois que c'est la même pour toi. Salomé, on avait partagé une interview en toute intimité au cours de laquelle on était revenu sur ton aventure, sur ton expérience qui était quand même, j'allais dire relativement, mais je vais l'enlever, qui était difficile dans l'île de la Tentation et l'après aussi. Aujourd'hui, je te propose qu'on partage un moment un peu plus intime encore, un peu plus particulier, en parlant de ton parcours de vie qui l'est tout autant. Tout autant bouleversant. Particulier aussi, hein. D'accord, ça me va. T'as facilité à parler de ton histoire? Facilité, on verra. J'ai surtout pas souvent l'occasion. Oui. Soit d'avoir des gens que ça intéresse, soit d'avoir des gens qui sont, on va dire, aptes à entendre des fois des parcours un peu différents, un peu compliqués. C'est une histoire qui commence comment quand t'arrives au monde? Alors, à la base, il commence très joliment. Donc, après un mariage, voilà, de deux jeunes adultes de 27 ans. Donc, j'étais voulue. J'ai été aimée par mes deux parents. Après, même si mes deux parents m'aimaient, ils ont eu des complications entre eux deux. J'étais trop jeune pour m'en rendre compte, en tout cas. Et, et donc, ma mère a quitté le foyer. À un moment donné, je me suis retrouvée avec mon père. Donc, je ne peux pas parler à sa place ni à la place de mon père. Mais du coup, j'ai grandi avec mon père. J'ai grandi avec un homme. Ce qui, plus de 20 ans en arrière maintenant, je peux dire 20 ans, je commence à prendre de l'âge, est assez inattendu. Même au niveau juridique, pas forcément accepté. On ne laisse pas une petite fille à son papa. C'est un petit peu bizarre. Donc t'as vécu depuis le plus jeune âge cette différence vue aux yeux, avec le regard des autres. C'est ça. Puis en plus, j'étais dans des écoles privées où le divorce est très très mal vu. Vivre avec son père, c'est un peu bizarre. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir un père extraordinaire qui casse les codes. Et ça a été toujours un exemple pour moi. Et justement, il n'a pas eu peur de casser les codes quand il pensait qu'il était dans le droit chemin. Donc ça m'a fait plaisir. Je ne sais pas si tu as des questions particulières, parce que je peux déballer, hein, je vais commencer une biographie. Écoute, j'en ai écrit une. Ça va m'inspirer. On peut aujourd'hui écrire la tienne avec le plus grand des plaisirs. Tu dis que tu as deux mamans. Oui, tout à fait. Ben, j'ai forcément ma mère qui m'a donné la vie, hein, qui m'a mise au monde. Et suite à la séparation de mes parents, du coup, mon père s'est remarié avec une femme que je lui ai un petit peu suggérée involontairement. À l'époque, ben, je suis une enfant, c'est vrai, et la structure familiale est très importante, ne serait-ce que pour l'image. Voilà, on a besoin d'une papa, d'une maman. J'ai dit l'inverse, d'un papa et d'une maman. Et moi, j'en ai pas, et je me dis, bon, ben, je suis pas normale. Et un jour, je croise une dame qui m'a l'air tout à fait sympathique. Et je vais la présenter à mon père en disant, bah écoute, elle est sympa. Et même plus tard, en ayant une discussion avec mon père, il m'a dit, mais si tu m'avais pas présenté de femme, si j'avais pas eu ton autorisation, je pense que je n'aurais jamais refait ma vie. Il n'aurait pas osé. En tout cas, j'étais sa priorité, avant tout. Donc, il avait ce recul de se dire que lorsqu'on fait un enfant, on a une responsabilité. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus que
pas que ma vie qui compte, mais aussi celle de mon enfant. Et donc, comme je suis responsable de cette petite fille qui a un parcours très compliqué en plus, j'ai pas forcément le temps de commencer à draguer toutes les jeunes femmes qui passent à côté de moi. Et c'est cette femme qui décide de t'adopter? Oui, donc et c'est dans mon malheur, j'ai aussi eu beaucoup de bonheur parce que du coup, j'ai une maman et j'ai une famille qui s'est recréée parce que suite à ça, maintenant ils sont mariés, ils ont eu 4 enfants. J'ai donc 2 petites sœurs merveilleuses et deux petits frères merveilleux. Et après une vie très sombre où j'ai subi beaucoup d'injustices, un jour, à mes 9 ans, j'ai une petite sœur qui naît. Et là, le soleil de ma vie, quoi. C'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Et je me dis, ça donne en fait un sens à ma vie. Je me dis, waouh, maintenant je suis une grande sœur. Je passe de un peu, je suis toute seule dans une structure familiale particulière à, bah là, il y a 2 parents, il y a des enfants. Je suis la première, je dois donner l'exemple. Et je me sens d'une responsabilité qui m'est donnée et je vais être la meilleure grande sœur du monde, je vais être un exemple. Je suis consciente que des fois, être une femme dans cette société, c'est pas facile et je me donne vraiment le rôle voilà, d'écarter tous les obstacles pour que les petites sœurs derrière moi puissent avancer le plus paisiblement. Bon, c'est une tâche un peu compliquée et peut-être impossible à faire, mais j'ai essayé d'apporter ma petite pierre à l'édifice, en tout cas. Qu'est-ce qui fait, Salomé, qu'à un moment donné, des personnes te trouvent dans la rue, toute seule, alors que tu n'es qu'une enfant? T'as quoi? T'as 4 ans? Oui, alors c'est arrivé plusieurs fois. Ce qui se passe, c'est que le divorce, du coup, de la première femme de mon père, dure 8 ans. C'est des procédures qui sont interminables. C'est très compliqué, puis des disparitions de papier, et puis il y a le juge des affaires familiales, et puis il y a le juge des enfants, et puis il y a les droits de garde, et puis il y a des choses qui se passent, il y a des droits de garde qui sont accordés, puis retirés, puis réaccordés, mais dans des centres, puis retirés, puis redonnés, par exemple, un week-end sur 2 ou les vacances, puis après on stoppe tout. Donc moi, j'ai une stabilité qui apparaît à partir de 8 ans. Même au niveau de la scolarisation. Il y a un moment où on me retire de mon temps scolaire, alors que j'avais la garde de mon père. Et je repars avec quelqu'un qui n'est pas mon père. Comment ça, tu repars avec quelqu'un qui n'est pas ton père? Alors, on vient me chercher à l'école. T'as quel âge? À cette époque-là, 8 ans? 6 ans. 6 ans? Ah J'ai oui. 6 ans. Et puis voilà, puis plusieurs fois par année, j'ai mon incident insolite, quoi. Donc, je tombe sur beaucoup de gens malveillants. Mais comment à 6 ans on peut tomber sur des gens malveillants? De quel incident insolite annuel tu fais face? Je pense que je me retrouve des fois au mauvais endroit, au mauvais moment. Et du coup, avec des personnes qui sont pas du tout, avec voilà, très mal intentionnées, surtout envers une enfant d'un très jeune âge, parce que ça commence très jeune, à partir de 3 4 ans. Des fois, quand je suis du coup de garde de chez ma mère, elle a peut-être pas toujours des bonnes fréquentations. Et le pire, c'est que tout ça se passe sans qu'elle elle prenne vraiment conscience du vrai visage de ces gens-là. Qui, par exemple, elle dit, bon, ben, tu te couches, bon, t'inquiète pas, t'es pas toute seule, il y a ce monsieur, puis ce monsieur va me faire dormir par terre, j'ai un doudou, il va me prendre mon doudou, j'ai peur du noir, il va éteindre la lumière, il cherche à me faire peur, il va me faire voir des films d'horreur ou des choses comme ça qui me font très peur. Il me laisse chez des gens qui sont mal intentionnés, qui peuvent m'abuser. Et elle comprend pas. Elle dit, mais non, mais c'est pas possible. Vous avez dû jouer au médecin, ou t'as du mal comprendre, jusqu'au jour où je me retrouve à l'hôpital. C'est-à-dire? Bah, suite à une agression, je me retrouve même avec des objets qui sont bloqués dans mes parties intimes. T'as quel âge? J'ai à peine 5 ans. Donc elle me redépose chez mon père parce que je suis pas bien. Apparemment, je vais être blanche comme une lavette et plus de son, plus d'image, alors que j'ai toujours été un enfant très vivant. Donc mon père, il est des fois petit pirate, donc très gentil, mais beaucoup d'énergie. Donc, il m'avait inscrit à tous les clubs possibles et inimaginables. J'ai fait de la poterie, de la danse, j'ai fait tous les sports, parce qu'il fallait que je me dépense. Mais à côté de ça, je pense que j'avais aussi beaucoup de trucs à extérioriser et à accepter.
Parce que pour un enfant, quand tu te fais abuser, quand des gens sont violents avec toi, quand des gens sont méchants avec toi, c'est très compliqué. Tu as des souvenirs, Salomé, de ces abus, de ces violences que tu subissais aussi jeune? Pas tout. J'ai des petits passages, voilà, quand je le dis, quand en fait j'avais un doudou arc-en-ciel. Enfin, c'est un poisson qui avait plein d'écailles arc-en-ciel. Donc j'avais ce doudou, on me le prend. J'ai pas mon papa, j'ai pas ma maman. On m'enlève mon doudou, on m'enferme dans le noir, on me fait voir des trucs d'horreur. Moi, je comprends rien, j'ai 4 ans, je sais pas ce que c'est, mais ça, je le vis pas bien. Euh, Moi, je me souviens justement de la fois où on me retrouve un peu dans les rues de Grenoble, où à la base, je vivais donc le droit de garde était accordé à mon père. Donc, je me retrouve retirée de chez mon père. Donc, ça s'appelle un kidnapping, hein, clairement. Donc, ça arrivé plusieurs fois. Qui t'a kidnappé? Ça, c'est toujours un petit peu compliqué, on ne sait pas trop. Même aujourd'hui, je ne sais pas trop qui sont ces gens-là. Mais en tout cas, ça se passe. Et enfin voilà, j'ai un dossier judiciaire entre mes 0 et 8 ans qui est quand même assez épais. Heureusement, après, ça s'est calmé. Mais, euh, mais oui, donc je crois que c'est une école maternelle qui me prend. Et finalement, la police, il y a un signalement. On retrouve mon père. Mon père vient me chercher à Grenoble. À l'époque, il était dans le nord vers Lens. Donc il fait toute la route vers Lens pour venir me récupérer. Donc je me rappelle que dans cette école, c'était pas mon école, que je disais que j'avais rien à faire là, que je voulais mon papa. Donc on a retrouvé mon papa, il est venu me chercher. C'est des choses comme ça, mais en fait, c'est des choses qui ont été horribles. Pourquoi aujourd'hui, j'ai plus forcément ces souvenirs? Je pense que c'est volontaire pour me protéger, mais aussi parce que j'ai aussi vécu plein de bonnes choses. À côté de toutes les douleurs émotionnelles et les traumatismes que j'ai vécus, j'ai été très couvée. Donc j'avais une famille, en tout cas du côté de mon père, très très aimante, très très protectrice. Puis il y a un moment justement où il me cachait. Donc j'ai vécu avec mes grands-parents, j'ai vécu avec mon parrain et ma marraine. Pourquoi te cacher? Bah parce qu'on avait peur que je disparaisse. Mais pourquoi avoir peur que tu disparaisses? Bah parce que c'était déjà arrivé. Mais qui voulait te faire disparaître? Bah ça c'est une bonne question. Mais en tout cas, j'étais visée. J'étais visée et donc du coup, mon père travaillait. Il m'a posée chez mes grands-parents. Et même à un moment donné, à cette époque-là, j'avais encore un tonton qui habitait chez mes grands-parents. Un jour, on appelle, il décroche, on dit oui, Salomé à la maison. Et il ne sait pas qui c'est, il répond non, elle n'est pas encore rentrée. Ce qui sous-entend que du coup, j'étais là. Et quand il dit oui, quelqu'un a appelé pour savoir si Salomé était là, mes grands-parents, oh, mais personne n'est censé savoir qu'elle est là. Et donc, on bascule chez mon parrain et ma marraine. Donc, c'est que des choses comme ça, je passe un petit peu des fois d'une maison à une autre. Ouais, donc en fait, tu sais ce qui t'est arrivé, tu sais ce que tu as vécu, mais tu n'as pas toutes les réponses aux questions que tu as dû te poser. Et puis surtout que dans ma famille, ça reste quand même un peu un tabou aussi. Ça a été très difficile. Beaucoup de souffrance pour mon père, beaucoup de souffrance pour notre entourage. Et on n'en parlait pas trop. On n'en parlait pas trop. Et maintenant, je suis même pas sûre que mes frères et sœurs sachent tout ce qui s'est passé, même de ce que moi, je suis au courant. Et on me disait que c'était pas le plus important. Ok. De quoi tu es au courant? Bah surtout vraiment le pourquoi du comment de chaque chose, sur qui étaient ces gens, sur pourquoi ils voulaient faire ci, pourquoi ils voulaient faire ça. On m'a fait un résumé et il y a des choses par rapport à mes souvenirs où je peux refaire une chronologie, mais c'est quand même... ça commence à faire de plus en plus longtemps. Et c'est pas forcément les souvenirs que j'ai voulu garder, parce que j'ai aussi eu énormément de bons souvenirs. J'ai eu une famille très aimante, qui en plus... avait quand même un peu des moyens, en tout cas, de subvenir à mes besoins correctement. J'étais l'aînée de la famille et des petits-enfants, donc chouchoutée par plein d'adultes. On me faisait des cadeaux, on m'emmenait voyager, on m'a amenée dans tous les parcs d'attractions. Donc moi, j'ai aussi ce souvenir-là. Il m'arrive plein de choses horribles, mais il m'arrive aussi plein de bonnes choses. Et après, c'est à toi de faire le tri de qu'est-ce que tu veux garder dans ta vie pour te construire. C'est marrant, lors de notre première interview, on parlait justement de cette force d'esprit. Tu te souviens, je te posais la question. Je comprends un peu mieux d'où elle vient et il en faut de la résilience pour avoir cette forme d'esprit. Quel était le profil de... C'était qui
ces hommes? Je suis désolé, hein, mais j'ai des questions par rapport à ce que tu m'expliques. Ces hommes qui abusaient d'une enfant. En tout cas, pour celui où je me suis retrouvée à l'hôpital, où j'ai dû rester hospitalisée plusieurs jours jusqu'à temps que ce qui était dans mon corps puisse ressortir de voie naturelle, c'était un monsieur tout le monde, avec un fils. Et du coup, le fils reproduit ce que le papa fait. Donc c'est très très bizarre, mais à la base, c'est un monsieur tout le monde, chez qui ma mère me dépose parce qu'en fait, c'est un couple. Et donc elle va faire des petites sorties restaurants ou soirées avec sa copine. Elle me laisse avec le papa et le fils. Et en fait, c'est deux personnes qui veulent pas mon bien et qui me font des choses absolument pas acceptables. Le père et le fils? Mhm. Le fils Elle avait quel âge? avait 8 ans. Moi, Toi, j'avais à peine 5 ans. toi, tu avais 5 ans. Et lui, il voulait jouer à papa et maman. Mais je lui dis, mais pas du tout. Le fils? Ouais. Et puis, pas du tout. Pas du tout. Puis tu peux dire non, j'ai 5 ans. Je veux faire quoi? Je suis haute comme 3 pommes, j'ai pas de force. C'est un garçon de 8 ans qui, malheureusement, était un petit peu dérangé. Je sais pas pourquoi. En fait, pourquoi j'ai du mal à dire qui sont ces gens? Je les connais pas, ces gens, moi. Je me retrouve chez des gens, mais je sais pas. On me raconte des histoires où des fois, j'attendais dans des bars et puis les gens étaient tout gentils, ils me donnaient des cacahuètes. Voilà, moi, je me retrouve dans un bar où on me donne des cacahuètes. C'est génial, je suis l'animation du bar. Donc, mais moi, à ce moment-là, je suis une enfant, j'ai toujours été très joyeuse, très optimiste. Je me rends pas forcément compte que c'est pas normal. C'était quoi jouer à papa et maman pour lui? Il essaye de me déshabiller, je dis que non, mais si, mais il faut faire ci. Et puis, vu que je touche les parties intimes, donc des fois, il me les fout dans la figure. Donc, puis il y avait, tout ce que je me souviens, c'était un lit superposé. Moi, je dormais en bas parce que j'étais la petite. Il veut me faire monter dans son lit. Je dis, mais en plus, j'ai pas le droit. Mais si, puis il faut se mettre sous la couette. Je dis non, donc j'essaye de redescendre dans mon lit. Du coup, il essaye de venir dans mon lit. Puis je me plains plusieurs fois. Puis j'ai plus envie forcément de retourner voilà, chez ces gens-là. Mais si, bon, Salomé, allez, voilà, nanana. Et je pense pas qu'elle se rendait compte de ce qui pouvait se passer. Ta mère? Voilà, je pense que ma mère ne se rend absolument pas compte que c'est en train de se produire. Et puis que du coup, ça peut se réitérer plusieurs fois. Jusqu'au jour où, du coup, je prends mon bain avec ce petit garçon, je fais ci, je fais ça, moi je veux pas. Puis lui, il dit, mais non, mais je suis un grand frère, je vais la laver. Je vais la laver, mais après, je me retrouve avec des choses coincées là où elles ne devraient pas être coincées. Et je me retrouve hospitalisée. Qu'est-ce qui t'avait rentré dans tes parties intimes? Des galops, les petites billes là. Donc ils s'amusaient voilà, à insérer ça comme des pièces dans un distributeur à pièces. Très sympathique. Donc voilà, devant comme derrière, et c'est resté coincé. Mais le père, le père n'était pas là pour surveiller? Apparemment pas. Ou c'était pas gênant. Ça, c'est un peu compliqué. Je me rappelle pas forcément. Tout ce qui, je lui dis non, je veux pas, on joue pas à ça. Mais il faut pas oublier, j'ai 5 ans. J'ai 4-5 ans. Je j'ai pas la même élocution, les gens me prennent pas au sérieux de la même manière. Puis, même quand après je vais porter plainte, on me dit mais non, tu joues au docteur, mais non, c'est pas vrai. Ah, ton père il te demande de mentir pour avoir le droit de garde, pour dire du mal de ta maman. Mais moi je m'en fiche de dire du mal de ma maman, j'ai pas de mal à dire de ma maman m'a pas fait de mal. C'est les gens chez qui je me retrouve. Autour. Voilà, c'est son entourage. T'as des souvenirs de ton passage à l'hôpital? Comment ça s'est terminé? On embarque mon père pour vivre. C'est ton père qui est accusé? Oui. Et puis il arrive à prouver qu'il avait pas le droit que c'était pas le droit de garde, que du coup on lui a déposé son enfant qui était dans un état laborieux et donc il l'amène d'urgence à l'hôpital. Et on se dit ah d'accord. Ah, donc ils ont cru que c'était ton père, ton propre père, qui t'avait fait ces sévices? Il dit je ne sais pas ce qui s'est passé, ma fille ne va pas bien, elle parle plus. Là j'avais dû me fermer comme une huître quoi. Et quand on m'ausculte, on se dit scandalisé. On se dit, c'est ce monsieur-là qui a déposé cet enfant. Donc on embarque le papa. Puis ça semble logique. Parce qu'un homme, c'est forcément vicieux ou je sais pas quoi. Comment ils t'extraient toutes ces billes, l'hôpital? Naturellement. Ils attendent, il faut que je mange, sauf que je veux plus manger. Donc ça prend un peu de temps. Puis au bout d'un moment, je vais aux toilettes et voilà, ça sort naturellement. Donc c'est compliqué. T'as été traumatisée par cet épisode où t'as réussi à le considérer comme un moment de ta vie qui n'aurait jamais dû avoir lieu?
Alors mais qui ne ça doit pas n'aurait... définir ta vie Tout de à fait. femme. Tout à fait. Et puis ma vie tout court, parce qu'avant de devenir une femme, j'étais une jeune fille, puis une Oui, adolescente, oui. puis une jeune femme. Et maintenant à mes 26 ans, je suis encore une jeune femme en plus. Mais pour en arriver là, il y a eu tout un parcours. Au début, j'ai 5 ans. Et je sais que c'est pas normal. Mais ça m'est arrivé. Et moi, je suis juste moi. J'ai pas forcément la vie des autres personnes. Donc, puis c'est très contradictoire parce que j'ai une famille hyper aimante, hyper bienveillante, et pourtant il m'arrive tellement d'histoires. Je comprends pas. Donc je me dis, bon, ben, la vie est injuste. Il arrive plein de mauvaises choses, mais il arrive aussi plein de bonnes choses. Et j'avais une famille aussi très ancrée dans l'humanitaire, donc on voit tous ces orphelins, on voit toutes ces guerres. Donc je me dis, ok, il y a de la méchanceté dans le monde. Donc très vite, en fait, je perds ma naïveté et ma crédulité aussi, je peux dire. Et je me dis, ok, il faut faire attention. Il faut faire très attention. À partir de cette agression, j'en ai eu plusieurs, mais celle-là, ça a été la plus importante qui a amené une hospitalisation. À partir de là, je ne veux plus qu'on me touche. Je me lave toute seule à partir de 5 ans. Les gens vont plus... Voilà, je pose une barrière. Maintenant, j'ai une intimité, je m'occupe de moi toute seule. Et il ne m'arrivera pas de mal si je m'occupe de moi toute seule. Je deviens très vite indépendante. Comment ton père se retrouve innocenté? Bah parce qu'il y a quand même des preuves. C'est qu'il n'était pas avec moi, en fait. Donc, je ne sais pas exactement... Il y a des détails qu'ils n'ont pas donnés à un enfant. Et il y a des choses sur lesquelles je ne reviens pas parce que quand tu as un enfant, tu peux détruire le monde pour lui. Quand il lui arrive des choses comme ça, tu te sens coupable. Et moi, j'ai pas envie de venir en remuant le couteau dans la plaie en disant alors il s'est passé ça, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Et donc j'ai eu tendance à mettre ça un peu sur le tapis, c'est devenu un peu tabou. Donc je me suis fait une raison et j'ai avancé en me disant bah, il m'arrivera d'autres choses et à moi de provoquer des bonnes choses, du coup. Est-ce qu'il y a eu des poursuites pour cet enfant? Il avait 8 ans, comme tu disais, il reproduisait certainement des actions du père, c'est Législativement, ça? oui, oui, ou en tout cas de choses bizarres parce qu'il disait on va jouer à papa et maman. Donc, il était un peu dérangé. Est-ce que c'est à cause de ses parents? Est-ce que c'est parce que malheureusement il était, je sais pas, un peu retardé ou... Mais tu sais s'ils ont été entendus, les parents? T'étais quand même sous la responsabilité? Mais déjà la police me dit que je mens. Le juge me dit que je mens. Personne ne me croit, malgré le dossier médical. Donc moi j'ai plus souffert du fait de ne pas être crue que d'être crue. Enfin, que la vérité soit dite, on dise oh, cette petite fille lui est arrivé ça, mais c'est horrible. Non, parce que cette petite fille lui est pas arrivé ça, elle ment. Ça, c'était compliqué. Et c'est quelque chose que, même aujourd'hui, ce sentiment d'injustice, je l'ai très très mal vécu. Et du coup, on me redonnait à ma mère, on me redonnait un droit de visite. Et du coup, il se repassait d'autres choses. Jusqu'au jour où la police vient me chercher dans un appartement où les volets étaient fermés, j'étais toute seule depuis plusieurs jours. Et on dit, mais il y a une petite fille qui est enfermée dans cette maison depuis plusieurs jours. Donc il y a eu un signalement, la police est venue me récupérer et là, ma mère a perdu son droit de garde. Enfin, j'ai pu reprendre contact avec elle à ma majorité. Donc pendant 10 ans, ça a été un silence. Mais par contre, mon père se remarie et à 8 ans, je vis cet épisode et à 9 ans, j'ai une petite sœur. Oui. Et donc je passe très vite à autre chose. J'ai une nouvelle maison, j'ai une nouvelle école, j'ai une grande sœur. Elle a 6 mois, j'essaie de lui apprendre à lire. Elle a 2 mois, je la mets debout pour qu'elle apprenne à marcher. Enfin, moi, je suis très, très investie. Oh, je vois ça. Et puis toujours aujourd'hui, même si je suis plus avec eux, et je me fais une raison de vivre, une raison d'exister, une raison d'être un exemple pour quelqu'un. Et puis c'est ça la vie en fait. L'homme n'est pas fait pour vivre tout seul. Et il est fait pour aimer, pas pour recevoir de l'amour, mais je pense aussi pour en donner. Et à ce moment-là, moi, je suis une petite fille avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'incompréhension, mais par contre, de l'amour à donner, ça j'en ai. Et donc, je m'appuie sur ça. Tu me parlais en off, hein, tu me parlais d'une cicatrice Oui, que tu as ici. Elle un est peu due à sans quoi? explication. Un peu sans explication. On me retrouve, puis un jour, voilà, j'ai un genre d'écrason de cage thoracique avec une cicatrice. On vérifie que j'ai tous mes organes. Et j'ai tous mes organes, mais du coup, on ne sait pas trop d'où ça sort, on ne sait pas trop ce qui se passe quand je ne suis pas avec mon père. Et ma mère n'a pas forcément d'explication, ne comprend pas toujours ce qui m'arrive lorsqu'elle n'est pas là.
Puis des fois, elle dit, mais j'étais pas loin, j'étais à côté, mais comment c'est possible? Je comprends pas. Comment on grandit, Salomé, en tant que personne, en tant que femme, quand on a été enfant et qu'on ne sait pas expliquer ce qui nous est arrivé, alors que généralement, quand on est enfant, on doit être en capacité d'expliquer j'ai été aimé, j'ai été choyé, j'ai été protégé, j'ai été peut-être même surprotégé parfois. Toi, ça, c'est l'inverse. Alors, j'ai été aimée, j'ai été choyée, j'ai été protégée, mais j'ai été aussi beaucoup d'autres choses. Et du coup, c'est ça ce parallèle, où dans un sens, j'ai plein de gens qui m'aiment et du coup, on se méfie des inconnus parce que les inconnus, c'est des méchants. Et là, j'en ai payé le prix fort, en effet. Les gens qui faisaient pas partie de ma famille, c'était des gens qui me faisaient du mal. Donc beaucoup de mal aussi à aller vers des gens que je connais pas, à faire très attention, à être très méfiante, sur ma garde. Heureusement que très vite, j'étais plus grande que les autres enfants, j'ai été plus musclée, j'ai fait beaucoup de sport et donc je me développe une genre de carapace physique. Et puis j'ai toujours eu une personnalité. J'ai été suivie par des psychologues pendant des années qui avaient peur que je devienne une enfant éteinte. On me disait mais elle va devenir folle ou dépressive. Je me disais super la condamnation qu'on te porte sur une fille de 5 ans. Ah oui. Et du coup moi j'ai refusé ça. Je me suis dit mais si c'est ça que vous me prévoyez, c'est pas possible. C'est pas la vie que je vais avoir. Ça vend pas du rêve quand on dit bah, votre enfant il sera dépressif, hein, on sait pas comment elle va s'en sortir. Je dis quoi? Mais pas du tout. Moi, je vais m'en sortir. J'ai plein de projets dans la vie. Je veux faire plein de choses. Moi, je cueille des fleurs et je crée des créations de robes. J'écris des histoires, je fais des poèmes, je fais du sport. J'ai envie de vivre, en fait. J'ai envie de vivre. Et ça, c'est là, dans ma famille, dans les deux qualités qu'on me donne, c'est ma soif de vivre et ma loyauté. T'as envie de devenir maman? J'ai aucun problème à devenir maman. Après, je suis consciente des risques que ça peut amener. Lesquels? Ben, c'est un petit être humain qui a besoin de toi tout le temps. Et des fois, ce qui lui arrive, t'es pas avec lui. Enfin, tu peux pas, en fait, complètement le protéger. Tu peux pas complètement le protéger. Alors moi, j'ai un parcours vraiment, on va dire, comment dire? Chaotique? Chaotique. Voilà, mais heureusement que dans la majorité des cas, c'est pas le cas. Mais est-ce que pour autant, quand tu mets ton enfant à l'école, ça se passe bien? Tu peux le protéger à l'école quand il se fait harceler, quand il se fait des choses comme ça? Ouais, quand tu l'amènes à la garderie, comment t'assurer que... De plein de choses, j'ai pas envie d'inquiéter qui que ce Voilà. soit, mais malheureusement, on en a vu des Donc, histoires. est-ce que c'est une majorité? Non. Est-ce que ça existe? Oui. Et tu peux aimer ton enfant, tu peux protéger, etc. C'est vrai. Et qu'il lui arrive ça. C'est vrai. Parce qu'en fait, c'est la vie. C'est la vie qui veut ça. Et moi, c'est ce que j'ai dû accepter et comprendre très très jeune. Ça fait partie de la vie, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de mauvaises choses. Combien de difficultés tu as reçues dans ta vie? Franchement, combien d'obstacles tu as dû franchir? Et pourtant, tu es là en train de me parler. Et tu es dans une salle magnifique, toute rose, et tu as décidé d'avancer. Et pourtant, ça ne veut pas dire que tout était tout beau dans ta vie. Mais c'est un choix. C'est un choix parce que ça fait partie de ton parcours. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça t'a pas rendu plus fort? Est-ce que ça n'a pas aussi appris des choses? Moi, après l'île de la tentation, j'aime beaucoup les dictons. Et je me suis dit, ben, toute bénédiction n'est pas facile à vivre. Mais toute chose à vivre, je pense, peut devenir une bénédiction. C'est à toi de voir. Ça dépend dans quel sens tu mets la phrase. Merci, Salomé Dutilleul. Je comprends mieux cette résilience, tu vois, dont je te parlais, et cette pétillance dans le regard, et cette force et cette soif de vivre. Salomé, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Salomé Dutilleul Off. Ton compte TikTok, c'est Salomé Dut. Le mot de la fin, je te l'offre. La caméra, elle est juste ici. Tu peux conclure de la façon dont tu le souhaites. Alors, et je te remercie une fois de plus, hein, ainsi de qu'à vous. rien. Je vous demande vraiment d'être bienveillant. On est dans un monde qui est déjà tellement injuste. Occupez-vous de tous vous tirer vers le haut. Il y a tellement d'amour à donner dans ce monde. On dit l'amour est plus fort que tout. Et c'est peut-être une phrase bateau, mais si t'as pas d'amour, t'as pas d'espoir. Si t'as pas d'espoir, t'as aucun intérêt d'avancer dans la vie. Et on a tous quelque chose qui nous est prévu quelque part, quelque chose de beau qui nous est réservé. Il faut aller le chercher. Il faut provoquer sa chance, comme je dis. Et voilà, perdez pas espoir. On est tous ensemble. Que du love ici. We're gonna be two hearts running